Sont présents à cet événement les acteurs suivants qui sont devant vous. Nous avons bien sûr son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, qui est donc le chef du gouvernement de la RDC. Nous avons ainsi le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Steve Kayizi Mugiwa, qui est donc le vice-président de la Banque africaine de développement. Nous avons également Monsieur Abdoulaye Mardier, qui est sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur régional du PNUD, et bien sûr le dernier et non des moindres, il s'agit donc de M. Carlos, qui est donc le secrétaire exécutif de la Commission économique africaine des Nations Unies. Que nous avons un nouvel arrivant à cette conférence de presse. Il s'agit donc de M. Abdoulaziz Tall, qui est donc le ministre du Plan du Sénégal. Soyez les bienvenus. Et donc, je vais ainsi demander à M. Ndombe de pouvoir nous assister en termes de traduction. Ça sera donc une interview qui sera bilingue afin de faciliter la tâche à M. Steve Kayizi pour vous permettre ainsi de participer pleinement et activement à cette conférence de presse. Je rappelle donc les thématiques qui vont être abordées au cours de notre échange. Nous avons conjoncture économique actuelle et son incidence sur l'Afrique. Nous avons la gouvernance, terrorisme et perspectives de développement. Nous avons la diversification économique et financement du développement. Nous avons le modèle de développement à mettre en place pour l'Afrique. Et enfin, nous aborderons également le thème des bilans des OMD et perspectives dans la mise en œuvre des OMD. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première thématique. Je l'avais annoncé, conjoncture économique actuelle et son incidence sur l'Afrique. Et ce sont les questions de M. Faustin Colis. Merci pour la parole. Thank you for the floor. Je voudrais juste pour planter le décor, on commence un peu avec la conclusion du dernier rapport. Just to start with, I would like us to address the last outcome or the findings. The findings of IMF on new regional economic prospects. It has just been published. And in this report, IMF is acknowledging that Africa is coming up with robust achievements compared to other world regions. Yet, in the meantime, IMF is also coming up with reserves, saying that this growth is not that inclusive. And according to IMF experts, Africa may come up by the end of the year with 3.75 of growth rate. That is by far lower than the growth that Africa came up with by the end of 2009. Considering everything about the challenges of the world economics, IMF is afraid to say that hopefully Africa will not keep the course. So there's a warning, there's a danger. So African governments are called to put in place different policies in order to keep really this pace. Here is my question regarding the situation. To our panelists, in the meantime, we would like to know what Africa has put in place as alternatives in order to keep the pace of this growth that is really in place. This is the first part of the question. Of course, in as much as we know that prospects are not that good, I would like to know what our respective governments are trying to address these challenges, which are inaugurating of futures which are not really that reliable.
Donc, en bref, quelles sont les actions So, briefly speaking, what are the actions are to be undertaken pour que l'Afrique garde le cap? for Africa to address these challenges and keep the pace? Thank you. À d'autres journalistes d'avoir des questions un peu plus brèves. I would like other journalists to come up with very concise and precise questions Plus focalisées possible. and to have them more focused. Thank you. Alors, Excellence, si vous Excellencies, en termes de réponse. we would like to give you the floor first. Merci beaucoup pour les deux questions Thank you very much for your two questions, qui sont par ailleurs liées. which are connected so far. Le Fonds monétaire a fait une analyse qui est tout à fait pertinente. IMF came up with a relevant analysis, C'est que la croissance africaine that is, est le moins forte the African growth is not that strong. en 2015, 2015, où elle doit se situer aux alentours des it should 3,75, be around 3.75%. alors qu'elle était plus forte en Yes. 2014. It was stronger in 2014. Elle avoisinait le It 5%. was around 5%. Et l'Afrique Africa doit tout faire pour must do remonter everything la possible pente. to really make achievement. Et je crois que les exposés que nous And I avons believe eus that all au presentations cours des séances d'hier which took place nous ont yesterday rappelé les potions magiques. kept on reminding the magical Si elles potions, sont magiques, if only they are magical, que l'Afrique doit appliquer pour maintenir that la Africa croissance. needs to apply in order to keep this pace. D'abord, je crois qu'il faut First and foremost, préserver la stabilité I believe du cadre macroéconomique. that we need to keep the macroeconomic Comme je framework. l'ai dit hier, stability. la stabilité macroéconomique This macroeconomic de toutes les analyses stability économiques from all the analysis qui ont été faites, which have been made cette stabilité constitue les socles should make sur lesquels doit like the se foundation bâtir upon which l'édifice de la croissance, this l'édifice du progrès et l'édifice de création des richesses. of growth and wealth should be posed. J'ai posé la question une fois, I once came up with a question. est-ce qu'on a vu des pays développés avec un taux d'inflation de 100%? You have seen Ça n'existe pas. countries with inflation rate of 100%. Est-ce qu'on a vu des économies émergentes avec Emerging economies les taux d'inflation de 50%? had inflation n'existe rates of pas. 50%. It never existed. Lorsque l'Allemagne When est Germany dans l'hyperinflation, Had an et hyperinflation. l'image qu'on donne, c'est d'avoir une brouette de Reichsmark pour acheter une boîte d'allumettes, Warhol to buy a box of et l'Allemagne agirait de ne plus avoir l'inflation. and Germany acted. Et je crois que c'est l'une des économies les plus fortes de l'Europe. It's better. Donc nous devons bâtir en Afrique Europe. We need to build la stabilité du cadre macroéconomique. ensure macroeconomic framework. Deuxièmement, Secondly, nous devons opérer des réformes. we need also to undertake reforms. Les réformes sont nécessaires Reforms are needed pour pouvoir garantir la vitalité in order des to économies secure africaines. really the life. Ça aussi, nous l'avons appris au cours de We also learned this toutes les discussions d'hier. Discussions which took place yesterday. Les réformes consistent à libérer les forces. Reforms de really production. trigger the strength for Et c'est ce que nous essayons de faire ici aussi. What we are trying to do. Parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question, People can come up with pourquoi est-ce que l'économie congolaise est résiliente? what is Pourquoi est-ce que l'économie congolaise maintient sa croissance? Parce qu'évidemment, the DRC economy. nous aurons 8,4%, au minimum 8% cette année, alors que la moyenne Of this share. est en dessous. Yet La moyenne africaine est en dessous des the African 4%. average is C'est aussi les réformes. This is also Il the faut reforms. maintenir les réformes. We need to keep. Et comme vous le savez, en 2013, nous avons été classés 2013, dans les top 10 we were ranked des among pays the top 10 of countries qui ont appliqué des réformes vigoureuses which came dans up l'ensemble with du monde. vigorous reforms all over the world. Troisième point, c'est Thirdly, améliorer le climat des affaires. to improve business climate. Le secteur privé Private sector reste le centre remains du développement. the engine of development. Et pour que le secteur privé s'installe In chez order vous, for the private sector il faut que to le climat come des and get affaires soit bon. involved,
we need to have a good Si vous avez un climat business d'affaires climate. qui est bon, If the business climate is okay, ceux qui veulent investir viendront chez vous. investors will come. Et s'ils investissent chez vous, And if they invest ils in vont your créer de place, l'emploi, they will create ils vont jobs, créer des richesses they will create wealth, et vous aurez une base fiscale and then you will qui have vous permettra d'avoir des ressources really a budgétaires fiscal basis that will help you et de have faire votre budget politique économique. and try to do your economic policy. Donc là, je pense que ce sont des éléments clés, à I mon think avis. these are key La stabilité things. macroéconomique, Macroeconomic stability, les réformes, reforms, l'environnement du climat d'affaires, and improving et ce qui business va vous climate, permettre évidemment which will enable you Obviously. d'accueillir des investissements to nouveaux really attract investors et de créer des richesses. and also create wealth. Il y a évidemment le problème de l'énergie dont on a Of parlé. course, there's also a problem of power as it was Le addressed. déficit énergétique, c'est aussi We have une clé de power progrès deficit, pour l'Afrique. and that is also another problem for Africa. Bon, l'environnement économique Economic environment, favorable which is à la conducive résilience des économies africaines, to African favorable à la relance economies and de also l'économie to africaine, revamp the va de African pair economy. avec les 3 points que j'ai Go évoqués. in parallel with Évidemment, the 3 items I je me have ferai just compléter quoted. par les amis avec qui nous sommes devant Maybe vous. my Merci. other colleagues will also add to this. Thank you. Je pense que la question est très pertinente, I think the question is relevant. mais d'abord, il faut dire que But les to start statistiques, with, pardon, les prévisions que vous avez mentionnées Or rather, sont pour l'Afrique provisions subsaharienne. are for sub-Saharan Africa. Ce qui est toujours un problème parce qu'il y a beaucoup d'institutions And this qui is a divisent problem. l'Afrique Because most entre of institutions divide l'Afrique du Nord et le reste Africa en ce qui between concerne les northern prévisions. and Southern Africa when it comes to forecast. Cette année, on a une situation assez particulière en Afrique du Nord For this year, North Africa was in a particular situation parce que l'économie égyptienne est en train de monter because rapidement. Egyptian economy is also rising up. C'est une des économies qui va avoir la plus grande croissance dans This le is one of continent the cette economies année, that will have the greatest growth in Africa. en partie parce qu'elle a reçu This is partly due des investissements considérables et des transferts pour l'appui à la balance des paiements de la part des pays du Golfe. and also some other Gulf countries' investments. Et nous avons aussi une économie qui est très performante, And we have got a performing economy qui est le Maroc, en termes in justement Morocco de sa contribution pour le PIB africain. in terms of the GDP contribution. Même si, par exemple, un pays comme l'Algérie va avoir une croissance moins rapide cette année à cause du prix du pétrole et du gaz. Revenue because of the dropping of the. Mais ceci pour dire que cette projection n'est pas une projection africaine, c'est une projection pour l'Afrique subsaharienne. Of Africa, but to sub-Saharan Africa. Donc si on prend l'ensemble du continent, Considering the la projection serait différente. Elle serait un peu plus élevée. It would be a little higher. Et très souvent aussi, nous avons vu qu'on donne trop de poids We have realized that dans toutes les analyses prévisionnelles all forecasts, aux questions des matières premières, when it comes to raw materials, qui est effectivement un élément très important pour le commerce. for sure for trade, Par exemple, jusqu'à l'auteur de 70% des exportations africaines dépendent des matières premières. in raw materials, Mais effectivement, en termes de croissance, ça ne compte pas autant. but it does not count that much when it comes to the Et growth. pourtant, du point de vue des prévisionnels, on compte sur des modèles We économétriques come up with economic models qui sont très basés sur la perception que l'Afrique est trop dépendante des matières which premières. are focused on the fact that Africa is much more depending on raw materials. C'est pourquoi, dans les prévisions de 2008-2009, pendant la grande crise financière, 2008 and 2009 forecasts, et après dans le petit problème que nous avons eu pendant l'année 2010, the problems we faced in 2011, 2010, les prévisions plus pessimistes sur l'Afrique ne more sont pas pessimistic confirmées. forecasts came up for Africa. Donc moi, personnellement, je suis convaincu, Personally et speaking, c'est basé sur des projections que nous avons nous-mêmes, que la croissance sera plus élevée que celle qui est projetée par les FMI. on forecasts that we are coming up with and not by IMF one. Mais ceci dit, Said this, il ne faut pas vraiment dormir.
On a des problèmes sérieux, structurels, et notamment le fait que nous n'avons pas suffisamment de valeur ajoutée dans les matières premières. Il n'y a pas suffisamment de transformation de la structure économique. Et donc, il va falloir qu'on utilise cette petite crise de croissance pour montrer qu'on fait notre travail de transformation et de réforme, comme a dit le Premier ministre. Je vais prolonger un peu et répondre un peu à la deuxième partie de votre question. C'est ce genre de discours dépressif que je ne veux pas entendre, dont je ne veux pas entendre parler. Et je veux relativiser un peu ces perspectives du Fonds monétaire, même en Afrique subsaharienne. Si on fait là, et Carlos a commencé à le faire, si on déconstruit un peu la croissance économique en Afrique, et on fait la radioscopie un peu de cette croissance économique, on peut dire qu'elle est pour un tiers due au prix des matières premières, un tiers dû à la bonne gouvernance économique et politique de nos pays, et le troisième tiers dû à la montée de la classe moyenne et de la classe urbaine. Un tiers, un tiers, un tiers. Et aujourd'hui, ce n'est que le premier tiers qui est en train de clignoter à l'orange. Même pas au rouge. Donc nous avons encore, et le Premier ministre hier l'a dit, le président du Sénat l'a dit, la base de cette économie est résiliente parce que les deux tiers sont propulsés de façon interne. Donc je ne veux pas entendre parler de ce discours dépressif sur l'Afrique, et c'est ça qu'il faut combattre, je crois. Maintenant, Carlos a raison, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Donc je vois pour le futur deux pistes. Nous avons énormément de niches de croissance économique qui sont encore des niches qui dorment. Je te donnerai deux ou trois. Et hier, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. La première des niches, c'est l'écart genre. L'écart genre nous coûte 73 milliards de dollars par an dans ce continent. Fermer cet écart, en nous rappelant que le PIB de l'Afrique est de 1,3 trillion de dollars, ça nous ferait un gain de 4% de croissance économique. Si nous arrêtons la fuite des transferts illicites de capitaux, 60 milliards de dollars par an, 3 ou 4% du PIB qui est là. Donc vous voyez, et si hier on en a parlé, si on monte très légèrement la pression fiscale, qui est extrêmement faible dans le continent, et je dois saluer d'ailleurs le Premier ministre pour l'effort qui a été fait pour le Congo, qui sont partis d'une base extrêmement faible de 4% de pression fiscale à 14%. C'est énorme. Et comme je disais hier, il faut un minimum de 20 à 24% pour assurer une croissance soutenable. Donc nous le pouvons. Donc il y a énormément de potentiel dormant qu'on peut allumer. Maintenant, en plus de ce potentiel, il y a des nouveaux moteurs de croissance qu'il faut allumer. C'est l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. Mais on aura le temps d'en discuter. Yes, thank you very much. Let me first of all thank you so much for apparently having a translator for just me. That is. C'est comme si il n'y a que moi qui ai besoin du traducteur. That's pour moi seul. Quite impressive. But actually, I understand most of the French. But since you have given me a translator, I won't send it. Okay, it's a bit difficult to say anything more after the Prime Minister and the two big guns from the UN. But I want to say the following. That additionally,
we should look at what we call neighborhood effects. Those are going to be very, very important. C'est très important. Because you see, averages are extremely deceptive. When you do an average for this Central African region, for example, where you have the Central African Republic, which has the issues that you know, and so on, then you get something flat or even negative. When the same neighborhood you have DRC, which is growing at exceptional rates. Vous avez l'exception de la RDC. When you go to Southern Africa, vous allez en Afrique australe. You have South Africa, a big economy. Vous avez la grosse économie du Sud. Responsible for a big chunk of the Africa's GDP. Et qui compte pour beaucoup aussi dans les PIB de l'Afrique. But which is weighed down not by China, as people think, and so on, but by its own lack of power. Mais qui est en train un peu de battre en la tête, c'est pas à cause de la Chine, mais plutôt c'est le problème de l'énergie. In that big economy, you're actually rationing power. Et donc, cette grosse économie a en réalité besoin de l'énergie. And that is having all sorts of ripple effects on the rest of the neighbors and also on the averages. Ça a aussi effectivement un impact sur le voisinage, même c'est là par en termes de moyenne. So if Southern Africa comes up with something below 2%, donc, si Southern Africa vient avec un taux de plus ou moins 2%, that gives an impression, a wrong impression, because actually Zambia, ça donne une mauvaise impression. Or Zambia has a few problems. Well, Angola maybe and Mozambique and so on are growing at a much higher rate. Mais l'Angola et le Mozambique peuvent aussi compter. There's something about Côte d'Ivoire, where the African Development Bank is based, or even Nigeria, and so on. Ethiopia is growing at a much higher rate, but the neighbor Somalia, so and so on. So the point I'm making is averages are very interesting, and then one can say, oh wow, it's going down and so on. But there is a subtle, you should be a bit subtle, look at the numbers and see, because there are definitely differences, and we want to have a united Africa, but Africa is still not a country. Nous aimerions effectivement parler de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas encore un pays. So that's, and lastly, I very much like, I used to work for the IMF myself, and I have nothing against that institution, but there's a lot of other organizations on this continent, the ACA, the African Development Bank, that are producing a lot of interesting work and analysis that can be used, because it has these insights that I'm trying to point to you. When you sit in Washington, it's a little easier to say, but maybe look at some of the things we're doing. They're very insightful. Thank you. I hope there's no IMF person. Well, I'm not looking for a job anyway, so. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre de Kinshasa, dont l'objectif donc est de réfléchir un peu sur le diagnostic, de faire le diagnostic de la situation actuelle de l'Afrique en matière de politique publique. Et pour ce faire, nous sommes partis d'un certain nombre d'éléments qui découlent un peu de la question qui a été posée tout à l'heure par le journaliste. Et par rapport à cela, j'ai quelques observations préliminaires que je voudrais faire et qui ont été rendues d'ailleurs évidente hier dans l'intervention de M. Carlos, et qui porte sur la détermination même des statistiques qui font l'objet de l'appréciation du niveau de développement de l'Afrique. Manifestement, au regard de ce que nous avons entendu hier sur la détermination de ces statistiques, il reste évident que probablement les éléments d'appréciation que nous avons
ne sont pas fondamentalement en rapport avec la situation réelle. D'où la nécessité, à mon avis, de fiabiliser d'abord les informations que nous avons sur l'Afrique et de consolider ainsi les éléments d'appréciation du diagnostic. Moi, j'ai eu à discuter avec le directeur de la statistique au Sénégal à partir des intrants qui font sur lesquels on se fonde pour déterminer le PIB au Sénégal. Et on s'est rendu compte qu'on laisse en rade un certain nombre d'éléments qui, s'ils étaient pris en compte dans le PIB, donneraient des résultats autrement plus importants et plus satisfaisants pour le Sénégal. Et je doute qu'il en soit ainsi pour la plupart des pays africains. C'est pourquoi je disais hier à la conférence, il ne serait pas superfétatoire d'organiser une réunion sur les statistiques en Afrique, en tenant compte du fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui connaissent énormément de retard dans leurs statistiques, ce qui ne donne pas des éléments d'appréciation du diagnostic qui sont fondamentalement fiables. Je pense que ça, c'est un problème qu'il nous faut résoudre, M. Carlos, notamment au niveau de la CIA. Je crois également que la détermination des politiques publiques est une volonté manifeste dans la plupart des pays africains aujourd'hui. Partout, on parle d'émergence en Afrique. La plupart des pays africains ont donc leur plan de développement ou en tout cas leur plan d'émergence. Au Sénégal, nous avons le PSE, Plan Sénégal émergent. Emerging Senegal Plan. Au Gabon, il y en a. Au Cameroun. Également au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est déterminant dans la mise en œuvre effective de ces projets, de ces plans, c'est le soutien institutionnel très fort de l'État. Il faut qu'il y ait que ces plans-là soient soutenus au niveau le plus élevé de l'État. En tout cas, chez nous, au Sénégal, c'est le cas. La conception du plan Sénégal émergent a été l'œuvre du président de la République, le président Macky Sall. Et il a mis en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre. Donc, il est important que ces plans de développement-là bénéficient d'un soutien institutionnel au niveau le plus élevé. Tout à l'heure, le directeur régional, M. Dieye, a parlé également de la création de nouvelles sources d'emploi. Je pense qu'à ce niveau également, il y a un effort extrêmement important à faire au niveau des États. Il y a également le renforcement de l'agriculture, des activités au niveau de l'agriculture qui constituent pour la plupart de nos pays 70% de l'activité de près de 80% des populations. Il y a également d'autres sources d'exploitation qu'il nous faut exploiter, notamment au niveau du financement avec ce qu'on appelle les financements dormants, especially what is referred to as, dont M. Dieye a parlé tout à l'heure. Mr. Dieye referred to this earlier. Je pense qu'on aurait pu multiplier à suffisance les exemples. We could come up with many examples or illustrations pour montrer qu'il y a beaucoup de perspectives et de niches. We have plenty of prospects and niches qui, si elles sont exploitées,
which once they are really pourrait donner un autre visage à notre continent sur le plan économique. Another image of our continent. Je vous remercie. Thank you very much. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités. Excellency, Mr. Prime Minister, distinguished guests, we are going to tackle the second topic or theme of this press conference. And you would have understood that when it comes to development of Africa, we have enough to extend our discussions. But when we know that the flights will not expect us, I'm pretty sure that we will come up with clear, concise, and short questions. And we believe that our guests will also be precise and focused in their answers. Thank you. Without delay, Mr. Israel Mutala will come up with the questions for the second theme. And I would like to remind all the guests that you have 2 minutes to answer in order for all of us to really go or overview all the issues relating to Africa, which were the themes of this conference. Thank you very much. Merci, mais j'ai une toute petite préoccupation. Thank you. I've got a small concern à l'actualité économique internationale. When it comes to international, economic news. Ma question s'adresse au Premier ministre, mais surtout. My question is for Prime Minister, but also to the other panelists. Leur regard sur la résilience de l'économie. How do you view the African economy resilience? Nous avons eu 2 chocs exogènes. We have got 2 exogenous shocks. Le premier choc exogène, le plus récent, the most recent, en 2008. Took place in 2008. C'était justement le renchérissement de cours de matières premières. That was linked to, the cost of the dropping of the prices of raw materials. Nous sommes en 2015, nous avons un autre choc exogène. And in 2015, we got another exogenous shock. C'est cette fois-ci la baisse and this du time, cours de matières premières. It is rather the reduction of the price of the raw material. La RDC semble mieux résister que ses voisins. But DRC seems to be resisting better than its neighbors. L'Angola, which are Angola, la Zambie, Zambia, le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. En Zambie, par exemple, ils ont recouru à la prière. In Zambia, for example, they resorted to prayer. Donc il y a une dimension métaphysique justement à la crise. This is the metaphysical level. Mais votre regard par rapport à la résilience de l'économie congolaise, comment a-t-elle pu mieux résister que les autres qui étaient entre guillemets supposés plus robustes qu'elle, avec un matelas assez suffisant, de ressources extérieures. With more external resources. So this is the question to all the panelists, but basically to the Prime Minister. I think I will be very concise on this. Because the question was also brief. Well, I think d'abord, les journalistes, si vous êtes moins informés, il fait allusion à la Zambie. I think he's referring to Zambia, where a high-rank prayer was decreed, and all the political actors were united in 3 days of fast and prayer. And in order for the currency not really to have problems, we came up with an economic prayer, in other words. So that was one of the explanations. I think we need to make readjustments. When you have low income, continuez votre train de vie comme si rien n'était. Et c'est là l'importance de l'ajustement. C'est là l'importance des surveillances des clignotants économiques presque au quotidien. Nous avons, une réunion communément appelée Troïka Stratégique qui réunit chaque lundi à 7h du matin le Premier ministre avec les principaux animateurs du secteur économique du gouvernement. Et nous faisons le point de la situation et nous essayons, à la mesure d'un médecin qui prélève la température du corps, de donner des petites potions pour préserver les 36 degrés. Et ça, c'est nécessaire. Deuxièmement, nous avons parlé de réformes.
Ceci est très important. Si les agences économiques qui sont dans le secteur productif réalisent que le gouvernement n'a pas baissé les bras dans les cadres d'envoi des signaux positifs à l'ensemble des opérateurs économiques, est-ce qu'ils y croient aussi? Donc il y a un climat de confiance qui est établi entre le gouvernement et les agences économiques, et ceci peut permettre à ce que les investissements continuent, les activités continuent, les commandes continuent, et ceci maintient le pôle économique. Voilà un peu les deux éléments, parce que je crois que c'est fondamental. Parce que si vous entrez dans le cycle de dépréciation monétaire, le cycle de l'hyperinflation, c'est un cercle vicieux. Et vous allez tomber dans le tourbillon et c'est difficile d'en sortir. Vous savez, pour la première fois, la monnaie congolaise constitue aujourd'hui une valeur refuge, tant pour l'Angola, pour la Zambie, que pour la République centrafricaine. J'espère que je n'ai pas dépassé les 2 minutes. I would like first to say that Zambia. J'aimerais dire d'abord. Je vais parler en français. En Zambie, la croissance sera probablement de 4%. C'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir ça. L'Angola aura probablement une croissance de 4%. C'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'ils étaient à 7%. Et à cause de la grande importance d'une matière première, dans le cas de l'Angola, le pétrole, dans le cas de la Zambie, le cuivre comme ici, mais ici il y a une diversité. Ils vont passer par un moment difficile, et dans le cas de la Zambie, compenser partiellement avec une dette souveraine. Ils ont une émission d'$1 milliard, en plus qu'ils avaient déjà, avec un taux beaucoup plus élevé qu'auparavant, 9,5%, ce qui n'est pas bon, et une grande pression sur leur monnaie, à cause du lien très fort qui existe avec le rand. Et Steve était en train de nous parler justement de la croissance très timide de l'Afrique du Sud, et justement avec l'impact que cette croissance timide en Afrique du Sud a dans l'ensemble de la région de la SADC. Dans le cas de la Zambie, parce que c'est le premier partenaire commercial, c'est pas la Chine, l'Afrique du Sud a une importance très importante. Donc, moi je pense que c'est important pour nous de mettre ça en contexte, parce que c'est vrai que l'Afrique a eu des turbulences externes, mais quelquefois il y a un peu d'exagération aussi par rapport à l'impact. Bon, ceci dit, je ne vais pas enlever les lauriers de la RDC, qui sont spectaculaires. Parce que c'est vraiment un ensemble de mesures dans le domaine macroéconomique qui ont le potentiel d'avoir un impact structurel. Donc ce n'est pas disons du conjoncturel, c'est pas quelque chose qu'on a fait pour passer 2 années ou 3 années de bonheur. Ce sont des réformes profondes dans l'administration et dans le cadre macroéconomique qui permettent de créer les conditions pour une évolution encore plus soutenue de la croissance. Donc, à mon avis, ce qui se passe ici en RDC est bien sûr déjà assez positif du point de vue des résultats que nous pouvons présenter, mais c'est encore plus important en termes d'investissement pour l'avenir. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est un changement de la confiance des acteurs économiques, soit le secteur privé, que ce soit les investisseurs externes. Et donc voilà un peu comment on peut expliquer cette résilience. C'est parce que c'est profond, c'est parce que c'est structurel.
Merci, Carlos. Je pense que notre ami a posé la question fondamentale qui est au centre de notre discussion. I think the friend came up with a key question. Je voulais m'inspirer de c'est Nicolas Boileau qui disait. And I wanted to quote Nicolas Boileau. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Who was saying that science without consciousness is like a ruin of soul. Et on peut faire l'allégorie en disant que croissance sans résilience n'est que ruine de l'économie. Et vous avez raison, mais pour vous rassurer que la croissance est à 2/3, comme je disais tantôt, résiliente. So as I said, really, it's about 2/3 of this resilience. L'élément aléatoire, c'est 1/3, c'est un peu sur. What is hazardous is just like 1/3. Mais la question est fondamentale parce que still your question is si vous prenez ce tiers, because if you take this 1/3, that is critical. La question fondamentale demeure la rétention des valeurs. Then the fundamental question will be how to retain these values. Parce que ce tiers en moyenne, dans ce tiers, because in this 1/3, 15% seulement de la valeur reste. 15% of the value remains in Africa. 85% part dehors. 85%. Donc, pour renforcer encore la résilience, so to strengthen this resilience, il faut maximiser la rétention de valeurs internes dans nos économies. We need to maximize the retention of these values internal. Tout à l'heure, on disait la transformation structurelle de nos économies. That's what we were referring to as, structural transformation of our economies. En des termes moins experts, diversifier. La diversification de nos économies. Just to diversify our economies. Thank you. I'm going to be extremely brief, actually. Merci. Je serai très concis. 1 minute. I think when we are talking about resilience, we should also be very careful about something called exuberance. Nous devons aussi faire attention à ce qui est appelé l'exubérance. And you have all heard about Africa rising and all these kind of stories. Parler de la montée de l'Afrique. Which are good. I mean, that's a very positive story about Africa. C'est vraiment très positif concernant l'Afrique. Things were, they used to say Africa, which will never rise, a terrible African. Parce que les gens disaient d'abord so l'Afrique, it's a positive story. Rien de bon, l'Afrique ne montrait pas. But it should not go to the head of governments, ministers of, dans la tête des gouvernants, of finance and so on, because some of the countries that have serious problems have gone to the markets to borrow, which is good. The ability to go and borrow on the market is some form of maturity. Bon, ça c'est peut-être un degré de maturité. But when you go and borrow at a coupon rate or an interest rate of 10%, par exemple, autour de 10% for US dollar dominated debt, so you sell whatever you sell and you have to pay 10%. Alors vous vendez tout ce que vous pouvez vendre et vous payez 10% de ça. When international interest rates are 0.5%. Quand vraiment l'intérêt au niveau international c'est la moitié. So you are paying a premium of 9.5%. Donc vous êtes en train de payer pratiquement le reste. I'll tell you, there is no investment that I know of which will give you that return so you can pay. Je vais vous dire que vraiment il n'y a aucune économie à ce que je sache qui peut vous donner cette chance-là pour que vous payiez. And the markets already know it, so they're discounting. Et les marchés savent. I won't mention which currencies, but look at the currencies of countries that have borrowed maybe once or twice to the markets at 10, whatever. They're all under a lot of pressure because people are looking at where are they going to get the money to pay, and that is reflecting the macro. So exuberance has been a bit of problem. Maybe we need to lower things a little bit. Let me say something about DRC. Et je vais dire quelque chose concernant la RDC. The performance that I see, I'm extremely happy that I came to this country superficially and much younger 20 years ago. J'étais venu ici il y a 20 ans, j'étais plus jeune que ça. I'm extremely impressed by what I've seen. En tout cas, je suis tellement impressionné par ce que je suis en train de voir. Prime Minister about it. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en a parlé. I told him I think the country is undersold. But that's another point. Et dit bon, ça c'est tout à fait notre problème. Is what I see ce que j'ai vu is partly, and one thing you can call it a peace dividend. Vous pouvez appeler ça comme étant la dividende de la paix. So the one thing about the peace dividend, it doesn't last forever. De la paix. So the thing is to strike hard and really get as much benefit from it. À cogner dur pour qu'il y ait davantage. And use it to move even the thinking, the moral positioning of people forward, to ensure
pour s'assurer there is no reversal. qu'on ne revient plus à la case de départ. I believe, and this is Mais je crois is that the size of this country is also a blessing in that de ce pays, c'est aussi une bénédiction. It is an implicit diversification. So it's not. C'est que c'est la prête à la diversification. Whatever you have in the copper belt of this country. Qu'importe ce qu'il y a dans la ceinture cuprifère ou autre matière. Where you can have fishing. Il y a effectivement peut-être aussi la pêche, l'agriculture, les infrastructures. Il y a effectivement la diversité ou la diversification. Donc cela peut alors justifier ce que vous appelez la résilience, mais ça dépend des potentialités qu'il y a ici. Madame, je voudrais, relativement à la question de M. Israël, just to answer to Israel's dire qu'au Sénégal aussi nous prions. Hein? I think in Senegal we also pray. Mais au-delà de la prière, nous avons également mis en œuvre un plan Sénégal émergent dont j'ai parlé tout à l'heure. Et par rapport au moteur de croissance, when it comes to the growth models, Chidjé en a fait allusion tout à l'heure. I think Didier referred to this earlier. Nous avons mis en place, dans le cadre de ce plan Sénégal émergent, nous avons identifié 27 projets phares sur lesquels nous sommes en train véritablement de nous investir pour leur mise en œuvre. So we are trying to invest for the implementation. Et c'est sur ces 27 projets phares-là que nous comptons booster, disons, l'économie pour nous amener vers 2035 à cette croissance entre 7 et 8%. Nous avons également mis en place, dans le cadre de ce plan Sénégal émergent, 17 réformes majeures que nous sommes en train d'exécuter. Mais pour ne pas être très long, je voudrais juste donner 2 chiffres qui nous donnent des orientations ou des indications sur les voies que nous pouvons suivre pour la mise en œuvre justement de ces projets phares et de ces réformes. Il a été indiqué hier au cours de la conférence qu'une augmentation d'1% de la fiscalité des multinationales dépasserait l'aide publique au développement. Premier constat. Deuxième constat, il y a près de 80 milliards de dollars qui dorment dans les banques commerciales et qui ne sont pas utilisés dans le cadre du financement des politiques de développement. C'est donc dire que il y a des axes, des orientations vers des sources de financement dormants, non encore utilisées, et qui pourraient être des éléments déterminants si elles étaient exploitées pour la mise en œuvre, disons, des projets structurants qui peuvent amener notre continent à connaître un sort meilleur. To really have a better consideration. Oui, je crois que je note la phrase du jour: croissance sans résilience, c'est le ruine de l'économie. So growth without resilience is only ruin of economy. I just underscore this. Mais je note surtout que vous avez terminé par pratiquement la diversification. I think everyone has answered and has just agreed on diversification. Le panel montre que l'Afrique a commencé à compter sur elle-même, à marcher sur ses 2 jambes. Answers is trying to evidence that Africa is now depending on itself. Malgré tout, aussi ramer à contre-courant parce que. Although Africa is ready also to undertake a different world altogether. On aura besoin de penser de la possibilité de diversifier l'économie africaine. We will need to diversify de manière impropre Africa's economy. De manière d'abord horizontale, dans le fait de diversifier les secteurs, donner plus de secteurs. Diversifying sectors. Quand on regarde le Sénégal, on va dire l'arachide, la Côte d'Ivoire, le cacao. In Côte d'Ivoire, we can say peanuts, cocoa. In Côte d'Ivoire, oil in Algeria. De manière d'abord de manière horizontale et puis de manière verticale, donc pour que chaque secteur pour avoir plus de valeur ajoutée. Sector to have more added value. Comment peut-on envisager cela? Comment peut-on faire démarrer this approach? Tout simplement transformer l'Afrique.
This is exactly why Africa needs to get transformed. Bon, c'est vraiment le débat sur la transformation structurelle. This is the discussion around transformation. Nous avons depuis un bout de temps tous les spécialistes qui travaillent sur le continent arrivé à la conclusion qu'il fallait diversifier la composition de notre PIB. Et cela n'est pas aussi facile que de le proclamer, parce que normalement la tendance dans les pays africains, c'est de continuer avec un modèle qu'on peut considérer comme un modèle colonial, où les matières premières continuent à être exportées sans traitement, sans transformation, sans valeur ajoutée, que ce soit des matières premières minières, que ce soit du cacao et d'autres. Donc normalement on ne transforme pas. On a construit des infrastructures pour exporter ces matières premières, pas pour servir l'ensemble de l'économie. Et donc c'est le modèle où on extrait quelque part, on va jusqu'au port et on exporte, sans transformation. Ce qui veut dire qu'on est en train d'exporter les emplois. That is to say, we are exporting also our jobs. Alors, pour faire un peu court, je dirais que dans les 2 dernières décennies, on a observé une course assez vite de l'activité économique vers le secteur de services. Parce que c'est un secteur qui n'est pas très sophistiqué dans beaucoup de domaines. Et dans les domaines où il y a la sophistication, par exemple télécommunications, services financiers, etc., on peut faire un saut vers les nouvelles technologies et les adapter rapidement. Et pourtant, ce type d'activité reste très informel. Ne crée pas des emplois stables, sauf un nombre relativement réduit. Donc on a décidé que l'axe devait être dans l'industrialisation, parce que l'industrialisation, elle permet d'abord de concevoir l'ensemble des investissements pour l'activité économique d'une façon différente. Donc, par exemple, vous ne croyez plus au modèle colonial, vous investissez dans les transports, dans l'énergie, pour la transformation sur place. Donc, vous n'allez pas faire le même type de port, le même type de route, le même type d'investissement énergétique. Deuxièmement, parce que ça permet d'avoir une augmentation considérable de la productivité agricole. Parce qu'il y aura le facteur de tirer la productivité par l'association avec le agroprocessing, donc la transformation des produits agricoles et du secteur primaire. Ensuite, vous avez dans les services une modernisation aussi qui s'opère avec les liens avec l'industrie. Ce qui fait que l'industrialisation peut être le noyau central d'une stratégie de transformation. Et bien sûr, c'est la meilleure réponse à la création d'emplois. Et c'est la meilleure réponse aussi à l'urbanisation. Donc, si nous prenons tous les facteurs qui vont conditionner un peu l'évolution économique du continent, et si on voit les méga tendances, on va certainement voir que l'industrialisation a un rôle majeur à jouer et qu'elle a joué ce rôle dans d'autres régions du monde. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire l'industrialisation comme les autres l'ont fait. Nous avons un climat qui est complètement différent en termes d'affaires, donc complexité des propriétés intellectuelles, chaînes de valeur qui sont devenues extrêmement complexes, rôle de la technologie qui est devenu encore plus intensif, accès au capital qui est difficulté par une complexité des marchés financiers, et bien sûr niches de marché qui sont déjà occupées par d'autres. Donc on n'a pas la vie facile. Malheureusement, les conditions ne sont pas très favorables et il faut qu'on soit extrêmement créatif et innovateur. Mais ceci dit, on a aussi des avantages. Le premier avantage, c'est que nous avons un contrôle d'un certain nombre de matières premières.
sur le marché mondial qu'on peut utiliser pour imposer un peu plus de valeur ajoutée. Et même si on fait seulement 15% de plus, c'est énorme. Donc, avec tout le réalisme de ne pas vouloir tout de suite contrôler une chaîne de valeur qui est très complexe. Deuxième avantage que nous avons, c'est que nous importons actuellement en Afrique 83% de tous les produits de consommation du secteur primaire transformé. Donc, tout ce qui est, par exemple, de la chaîne alimentaire, on importe. Donc tout ce qui est transformé, on importe pratiquement. Là, il y a un marché gigantesque qui en plus est en train de s'agrandir, qui pourrait vraiment tirer la productivité agricole d'une façon extraordinaire. Que l'Afrique continue à importer du yaourt, c'est vraiment un scandale. Et c'est ce qu'on fait. Bon. Et yaourt, c'est pas de, comme on dit en anglais, rocket science. Hein? C'est très facile à faire. Et le troisième avantage que nous avons, c'est que les coûts de main-d'œuvre en Asie sont en train d'augmenter. Au moment même où notre force de travail, en termes de nombre, augmente aussi. Donc nous avons tout le loisir de pouvoir proposer des deals, des partenariats intéressants avec des pays comme la Chine pour qu'ils transfèrent, délocalisent une partie de leur production chez nous. Je vois ici le commissaire au plan de l'Éthiopie, c'est exactement ce que fait l'Éthiopie. Et après, on a des avantages aussi de tendance. Par exemple, les coûts énergétiques pour les énergies renouvelables actuellement sont au même niveau que les énergies traditionnelles. Ce qui veut dire qu'on peut faire notre industrialisation verte, ce qui n'est pas été possible pour les autres. La dimension démographique, urbaine et les dividendes que ça peut nous donner, c'est aussi important. Et normalement on dit, mais est-ce que l'Afrique a les capacités? Bien sûr, on a beaucoup de problèmes dans le système éducatif. Et on n'est pas équipé pour vraiment donner aux jeunes des emplois, disons, sophistiqués dans le domaine industriel. Par contre, pour faire ce que fait le Bangladesh, on a tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas commencer avec la valeur ajoutée la plus basse, en plus c'est celle qui crée le plus d'emplois, et qu'on remonte après. Donc avec 46% de la population africaine avec éducation secondaire, on a ce qu'il faut pour commencer. Madame modératrice, si vous permettez juste 2 mots. C'est vrai qu'il faut aller dans le sens de la diversification, mais nous devons marcher avec nos 2 pieds. Diversification, oui, mais intégration. On a beau diversifier, nos économies sont petites. Sauf des grandes économies comme le DRC ou Nigeria ou l'Afrique du Sud. L'ensemble de nos économies africaines sont très petites. Je disais aux amis de l'Union africaine, lorsqu'ils faisaient la vision 2063, qui est une belle vision d'intégration, que j'étais mystifié de voir que, et j'ai lu 33 visions nationales ou plans émergents africains. Seulement 3 parlent de l'intégration comme matrice de leur plan. L'esprit n'y est pas. Nous sommes encore mentalement victimes de la balkanisation du continent. Et je disais hier que nous avons aujourd'hui 39 monnaies qui circulent en Afrique. Et certaines ne sont même pas souveraines. Alors comment on peut développer le continent? Oui, diversification,
Mais intégration, a commencé par la fédération et l'intégration monétaire. Sinon, tout nos discours sera que utopie. Could I just say one or two words on this? And let me focus on something I call the implementation deficit. I will give you an example of a neighboring country, Zambia, which I know a bit well, and I'll take you 60 years ago. I suppose most of you are not born then. In 1963. A very young politician by the name of David Kaunda, who you probably know. He's a very old man now, but 60 years ago he was very young. And he was presenting his election manifesto for his political party, which was called the United Independent Party of Zambia. And I will quote a small section of that election manifesto. He said that our party will use our resources, copper, to diversify and modernize our economy, so that in 10 or 15 years, the country will emerge into a modern economy that has manufacturing and industry as a basis of development. Well, I don't know if that has happened, but that was 60 years ago. But the point I'm trying to make is that, you know, it sounds like diversification is a new thing, it's a new concern somehow, or, you know, that we are thinking of now. But if you read, and I've done this many times, you go back and read your national development plans. They used to come every 5 years from the 60s and so on. There are countries that have had 10 of them. And each one of them has diversification as the agenda. It hasn't happened. Mostly because there is an implementation deficit. If you look at countries that have succeeded in doing this, they have had plans and they have followed them meticulously. Every year, what can we adjust? What is wrong and so on. Somehow, what Ethiopia is doing right now. So while we are thinking about diversification and a lot of things that we are planning, please, let's put in an effective implementation strategy, because that's always what is lacking. Alors, on revient du thème de la conférence. So given the theme of the conference, fighting poverty and inequalities, what is like the conclusion you can come up with for the fight against poverty? Prime Minister has made achievements, especially in the sector of education, construction of schools, and also in health sector, with the reduction of mother and infant mortality rates, especially between 2007 and 2014. How do other African countries can achieve the same? Et puis parlons du projet agro-industriel de Talking about agro-industrial park of Bokangalonzo, can we say that it has reached the sustainable development goals? Can this also be duplicated in other African countries? Comment peut-on faire? Now that for the MDGs it has been a failure, how do we go about things for these sustainable development goals not to have exactly the same end? Bon, je crois que le travail qui s'est fait sous le leadership du président Kabila rentre un peu dans la philosophie de sa vision, et un peu fondée sur la révolution, la modernité, qui en elle-même veut qu'on change les choses. Et le président a dit qu'il va fonder cette émergence
sur un pool d'intelligence. Le pool d'intelligence veut dire l'éducation. Et qui dit l'éducation de base. Il faut partir de l'éducation de base, l'école primaire, donner la chance à tous les Congolais d'accéder à l'éducation. Parce que si nous tous nous sommes dans cette salle, c'est parce que nous avons fait la première année d'école primaire. Nous avons terminé l'école primaire et l'école secondaire, ce qui nous a donné la chance d'aller à l'université. Ceci est très important. C'est pour ça que nous construisons des écoles primaires. Le programme des 1000 écoles, aujourd'hui nous sommes presque à 700 écoles et l'année prochaine nous allons fêter la 1000e école. Et je crois que ceci est fondamental parce que l'éducation, peut-être Carlos a des statistiques parce que son domaine, l'éducation c'est le secteur le plus important pour révolutionner les nations. Quand on ne voit pas la révolution agricole, c'est toujours l'éducation. La différenciation qui existe aujourd'hui au niveau des pays développés, c'est la recherche et développement. Comment est-ce qu'une nation développée investit dans la recherche et le développement? Et c'est ce qui crée la distance entre ceux qui sont plus développés et ceux qui sont moins développés, mais dans la famille des pays développés. Donc nous devons savoir que ce qui nous a retardés, non seulement nous, la RDC, mais d'autres pays africains, c'est parce que nous avons mis moins d'importance dans un secteur aussi clé comme celui de l'éducation. L'enseignement technique, l'enseignement universitaire. Tout à l'heure, Carlos a parlé de la maîtrise de la haute technologie et la basse technologie. Mais la haute technologie, c'est une éducation pointillée. Mais pour accéder à une éducation pointillée, il faut avoir une éducation de base. C'est pour ça que nous investissons énormément dans l'éducation. Mais il n'y a pas que la construction des écoles, il y a la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement des bases. Il y a la distribution des ouvrages, mais il y a aussi la formation des enseignants pour accéder à un enseignement de qualité. Nous le faisons aussi dans le domaine de la santé, vous l'avez dit, avec la construction des 1000 centres de santé, la construction des hôpitaux, la réhabilitation des hôpitaux, les équipements appropriés, et tout ceci pour effectivement améliorer le niveau de vie, diminuer la pauvreté. C'est un peu aussi le caractère inclusif de notre croissance. Cette croissance économique nous permet d'avoir des revenus et ces revenus, nous les consacrons à des secteurs aussi importants comme l'éducation et la santé parce que ce sont les secteurs porteurs, effectivement, du développement. Vous avez parlé du parc agro-industriel. Parc agro-industriel de Bukangalonzo qui est en fait un modèle innovant aussi parce qu'il faut créer la diversification de l'économie passe aussi par la relance d'autres secteurs comme le secteur agricole. On n'a cessé jamais de le dire, 70% de la population, en tout cas congolaise, à ce qui nous concerne, les chiffres varient dans le continent et dans le milieu rural. Ça veut dire que si vous révolutionnez l'agriculture, vous avez la possibilité d'accélérer la réduction de la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord accéder à la nourriture. Et dès que vous accédez à la nourriture, vous accédez à une meilleure santé. Votre corps est davantage immunisé contre les maladies. Mais comme nous attaquons au même moment l'éducation, la santé, et l'agriculture, voilà la raison pour laquelle nos indicateurs en termes de réduction des pauvretés sont en train de s'améliorer. Et nous avons réduit la pauvreté de 16 points en 2013, mais quand j'étais à l'université d'Igana à Accra, nous avons fait une prolongation jusqu'en 2015, parce qu'il y a 2013, 2014, 2015 qui n'ont pas été prises en compte dans cette évaluation. Mais si vous intégrez les 3 ans, nous pouvons accéder à 20 points de réduction de pauvreté, ce qui nous fait 50% par rapport aux 40 points qui étaient mentionnés à partir de l'an 2000.
Mais si vous intégrez un autre facteur, c'est que lorsque les objectifs sont déclarés à l'an 2000, nous sommes en guerre. Jusqu'en 2003, le pays était divisé en 3 parties. De 2003 en 2006, c'était le 1+4. Donc le leadership du chef de l'État n'avait pas la même envergure qu'aujourd'hui, après 2006. Et donc, si vous réalisez très bien, beaucoup de nos performances que nous avons réalisées, c'est sur la moitié des 15 ans. Et si nous avions commencé, là je me réfère à celui qui comparait, je ne sais pas si c'est Carlos, les sprinters et les marathoniens. C'est bien vous, Carlos. Bon, si nous avions commencé notre sprint ou notre marathon à partir de 2000, peut-être que bon, la RDC et le président Kabila auraient atteint les objectifs du millénaire. Bon, nous sommes dans le domaine des suppositions, des hypothèses. Merci. Je vais juste ajouter un point très rapide. Je pense que quand on voit un peu la réduction de la pauvreté en Afrique, on ne peut qu'être en général un peu déçu parce qu'on n'a pas réduit autant qu'on voulait. Et en partie, c'est dû au fait que nous n'avons pas suffisamment de transformation aussi non seulement de l'économie, mais du modèle. Parce qu'il faut un modèle plus inclusif et nous avons encore beaucoup d'inégalités dans le continent. C'est la raison pour laquelle on est dans cette conférence en train de passer en revue les différents aspects. Mais encore une fois, je pense que ce qui est remarquable, c'est de voir que des pays comme la RDC, et le Premier ministre vient de le dire, commencent à voir l'éducation et la santé comme des investissements, pas comme des dépenses. Pendant longtemps, on considérait que c'était des dépenses. Donc, tous les débats sur la construction du budget étaient pour dire que les secteurs sociaux, c'est un casse-tête parce que ça va coûter beaucoup à l'État et bon, il n'y a pas la qualité, etc. Donc, il y avait tout un tas d'arguments pour pouvoir un peu repousser l'augmentation des investissements dans les secteurs sociaux. Tandis que maintenant, il y a une analyse économique qui est faite pour montrer qu'il y a une incidence directe dans la croissance et dans la transformation de la qualité de vie des gens. Et ça, je pense que vraiment, on est très excités de voir de plus en plus de dirigeants réformateurs, c'est le cas ici en RDC, qui tiennent ça en compte. Parce que ça, c'est un esprit nouveau, et ce qui a permis, par exemple, dans des domaines très spécifiques comme la mortalité infantile et maternelle, des réductions drastiques. Parce que les gens maintenant voient ça comme construction du capital humain. On a fait des études, par exemple, sur la question de la nutrition et comment le fait qu'on prête ou pas attention à la nutrition a une incidence directe sur la capacité des enfants à apprendre et donc avoir une qualité du point de vue du capital humain qui nous permet par la suite de se développer. Donc je crois que vraiment on est dans un autre moment de la discussion et c'est très excitant. Je crois qu'en matière de réduction de la pauvreté, au Sénégal, nous avons une expérience innovante, toujours dans le cadre du plan Sénégal émergent. J'en profite pour dire que je crois que ce genre de rencontre doit être une occasion de partager les expériences connues dans nos pays, soit qui connaissent des succès ou qui en sont en train de les connaître, ou même quelquefois des échecs sur lesquels ne devraient pas tomber les autres. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner juste très rapidement 3 exemples de politiques en matière de réduction de la pauvreté. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la CMU. C'est une couverture maladie universelle qui permet aux plus défavorisés d'avoir accès aux soins de santé primaires gratuitement. L'autre aspect donc, de cette politique de réduction de la pauvreté réside dans ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale qui permettent aux plus démunis d'avoir des moyens, par exemple, de prendre en charge la scolarité de leurs enfants, qui sont donnés également gratuitement. Et le troisième aspect, c'est la mécanisation
de l'activité agricole, qui permet aujourd'hui, dans les régions, par exemple de la vallée, d'augmenter de façon considérable la productivité, ce qui nous permettra en 2017 d'atteindre l'autosuffisance au niveau de la production de riz. Last but not least, le président a lancé récemment un programme qui s'appelle le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, en relation avec le PNUD, qui permet aux zones les plus défavorisées d'avoir accès à l'électrification rurale, aux pistes de production, à l'hydraulique rurale et à l'équipement qui leur permet de pouvoir accroître leur production agricole. Voilà quelques exemples que je voudrais citer et qui sont en train d'être expérimentés au Sénégal avec le bonheur vraiment que nous connaissons. Merci. Merci encore, mesdames et messieurs. Merci à vous, différents intervenants pour votre visite. Et très rapidement, je pense que chacun de vous pourrait nous dire un mot de la fin avant que nous puissions complètement terminer avec cette conférence de presse. Mais alors là, j'en appellerai à votre prix. Et Carlos nous avait inspiré la dernière fois que pour lutter contre la pauvreté, il faut courir le marathon avec un mental de sprinter. Et pour rester dans la même ligne, je dirais que très souvent, on parle des miracles de l'Asie comme étant le miracle des tigres asiatiques. Et pour les pays africains qui ont commencé à faire bien, on a associé le lion. Le problème, c'est que le lion n'est pas sensible au genre. Le lion, c'est la paresse complète. Donc, il laisse les femelles s'en occuper de tout. Et puis, ils font un peu de show-off. Donc, nous ne voulons pas être des lions. Nous voulons être des guépards. Et les guépards, parce que ce sont les plus rapides de la planète. Et ils sont africains. Merci, Carlos. Je vous avais tout à fait raison. Et le guépard n'est pas très loin du léopard, qui est un bon symbole ici en RDC. Alors pour rester dans la logique de la réduction de la pauvreté, des inégalités, qui est un peu au centre de nos discussions, je voudrais juste rappeler la formule que j'ai donnée hier et que j'ai donnée aussi à l'université du Ghana, c'est que la réduction de la pauvreté peut être considérée comme une fonction d'un leadership fort qui détermine la vision de laquelle on obtient les objectifs. Sénégal émergent, Guinée émergent, RDC émergent, desquels on obtient les méthodes pour atteindre les objectifs. Et tout ça, ça fait partie d'un leadership fort, mais auquel il faut ajouter la bonne gouvernance. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé pour le pays développé, ce qui s'est passé pour les économies émergentes, dont les fameux tigres dont vous parlez, il y a effectivement le leadership, il y a aussi la gouvernance. Et l'un des secrets du progrès de la RDC aujourd'hui, c'est effectivement un leadership fort qui est donné par le chef de l'État, mais aussi une gouvernance et qui permet d'améliorer la gestion des ressources provenant de l'ensemble des secteurs. Et c'est ce qui explique aussi la résilience. Parce qu'il ne faut pas que ça soit une ruine, comme l'a dit notre ami. Merci. Let me just say two things. One, that to thank you,
Prime Minister for really the reception that we've had, and I'm hoping that I'll get a picture of this so that I can show it to my grandchildren many years to come. But one last point I want to make is the issue of we can attend these conferences and pull out our beautiful suits. But normally the impact that we're looking for is at the local levels, the lowest levels of government of the countries, the remote areas of our countries. That's where development and poverty reduction should happen. So while we are discussing this, we need to think about the quality of the local bureaucracies, the local institutions at local level. There was a book I read long ago that you need to break the message down to the lowest level so they understand. All these sustainable development goals and so on, the poor people don't know them. But maybe we should say each person should have a chicken or something like that. I don't know. But so we need to take the messages down. We need to have impact on the ground. Le message jusqu'au niveau des gens qui sont au niveau rural. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'instar de mes collègues, remercier Monsieur le Premier ministre pour l'hospitalité dont nous avons été l'objet. Également les organisateurs de cette rencontre, le PNUD et la CEA. Et s'il m'était donné de faire un seul plaidoyer, je dirais, ça s'adresserait à M. Lopez pour l'inviter à ce que notre continent puisse bénéficier de statistiques fiables. Parce que je crois que si nous avions des statistiques fiables, probablement l'image qu'on se fait aujourd'hui de l'Afrique aurait changé du sombre vers le un peu plus clair. To a little clearer. Je vous remercie. Thank you. Merci à tous.